partie. On va évoluer, messieurs, dans les échanges de ce matin, avec bien sûr une autre actualité. Habib Boubacar Touré, cette fois concernant la posture des États-Unis. Vous avez suivi de près l'arrivée du côté de Niamey, entre autres, bien sûr, de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Rappelons, Habib, qu'elle était déjà présente à Abuja, au Nigeria, le 10 décembre dernier. Elle s'est donc rendue. Elle dit avoir rencontré les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Elle dit par ailleurs, oui, Washington est prêt. Les États-Unis sont prêts à reprendre les relations de coopération avec le Niger. Mais la condition mise, ou du moins posée sur la table, Washington exige des autorités qu'elles définissent un délai de transition rapide et crédible devant conduire, ou du moins déboucher à un gouvernement démocratiquement élu. Alors, Habib, pour vous qui êtes sur place aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas une forme d'approche contradictoire de la part des États-Unis quand on sait qu'il y a quelques jours déjà, la nouvelle ambassadrice américaine du côté de Niamey avait présenté ses copies certifiées de lettres de créance au chef de la diplomatie. Et à partir de là, on se disait, oui, enfin, nous sommes partis vers une forme de décrispation des tensions entre Niamey et Washington. Mais là, avec la sortie de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, est-ce qu'on pourrait parler d'approche contradictoire de Washington, parlant justement de la révolution nigérienne? Voyez-vous, M. Nguyen, à mon sens, hein, Washington est resté le seul acteur actif dans cette crise nigérienne, un peu plus ou moins cohérent. Vous vous rappelez que le 26 juillet, notamment le 27 ou le 28, pendant que même des pays voisins, personne ne se hasardait à tenter une visite au Niger, les États-Unis avaient envoyé un responsable de haut rang, notamment Victoria Nolan, qui est la sous-secrétaire d'État américaine, pour discuter avec les autorités militaires qui venaient de renverser Mohamed Bazoum et qui ont acquis l'adhésion populaire de façon spontanée. Ensuite, les États-Unis ont pris pratiquement 3 mois pour faire ce que la CEDEAO vient de faire, c'est-à-dire constater qu'il y a vraiment un renversement de régime et qu'il y a de nouvelles autorités avec lesquelles il faille décider de travailler ou pas. Oui. Et selon leur loi aux États-Unis, Oui. Les États-Unis ne pouvaient plus coopérer de façon étroite avec un régime militaire. On l'avait dit en son temps, on respecte la décision américaine, c'est leur loi, mais le Niger, à partir du 26 juillet, est rentré dans une dynamique. Est-ce que vous nous recevez toujours à Habib Boubacar Touré? Nous aurons l'occasion de revenir vers vous dans quelques instants seulement, mais je pense que nous allons tout d'abord prendre la réaction de M. Shea Elou Lawson également sur ce sujet. M. Shea Elou Lawson, Washington qui conditionne la reprise des relations à une transition courte. Elle exige bien sûr de nouvelles autorités l'adoption, ou du moins la prise en considération d'un délai de transition qui aboutirait éventuellement bien sûr à un gouvernement démocratiquement élu. Condition sine qua non pour la reprise des relations de coopération aujourd'hui. Comment vous interprétez justement cette posture de Washington? Qu'il y a une forme de cohérence dans la posture de Washington vis-à-vis du changement politique au Niger, mais cette cohérence s'inscrit dans l'incohérence de la géopolitique internationale, de la politique qui a été dictée à la CEDEAO et aussi des difficultés visiblement assez déroutante de l'échec de la diplomatie française face ou de la catastrophe de la diplomatie catastrophique de la France au niveau du Sahel. Alors, les États-Unis, il ne faut pas oublier, est je dirais, ce pays-là qui dirige le temps,
et qui, en réalité, sous-traite avec la France de cette forme de colonialité et d'exploitation des Africains. Donc là où la France perd le pied, eh ben, l'histoire nous a montré que les États-Unis reprennent le pas et s'inscrivent dans cette même logique de prédation, d'exploitation, de violence et de domination, de domination. On l'a vu, par exemple, au Vietnam. On l'a vu également partout où la France a perdu le pas. Eh bien, on a vu que les États-Unis étaient en quelque sorte venus en renfort. Alors, la situation au Niger s'inscrit dans cette même dynamique géopolitique. En réalité, il y a une peur des Américains de voir les Russes s'installer dans cette région, élargir leurs influences et même développer des partenariats militaires, politiques, économiques avec les États du Sahel, puisque ce qui est en jeu, bien évidemment, au cœur de cette guerre, ou cette guerre, c'est l'uranium. Et les Américains ne veulent pas voir cet uranium-là, ces gisements immenses, énormes, qui déterminent, c'est l'uranium qui est au cœur de la puissance mondiale, que ce soit au niveau militaire, au niveau stratégique, au niveau économique, puisque l'uranium sert quand même de combustible enrichi aux centrales nucléaires qui soutiennent tout un dispositif industriel et qui est donc à la base d'une économie florissante. Donc il y a toute une chaîne de chaîne économique, politico-diplomatique autour de l'uranium, tout un développement, toute une volonté de puissance et l'énergie, le combustible de cette volonté de puissance, c'est l'uranium. Et là, les États-Unis ne veulent pas, à travers donc l'expression de leur doctrine, la doctrine Monroe, Monroe ne veut pas voir justement les Russes prendre pied. C'est ce qui explique toute cette agitation, tout cet activisme diplomatique qui voudrait en réalité accompagner les Nigériens pour les ramener à la case, ce que j'appelle la case zéro. La case zéro, c'est-à-dire faire semblant de les d'accompagner, de lever les sanctions pour accompagner les autorités militaires, les pousser rapidement à organiser des élections. Et ces élections-là, que les Américains estiment être crédibles, ils vont pouvoir avancer de l'argent pour contrôler le processus, pour in fine s'assurer que leurs hommes, le parti politique qu'ils auraient financé entre-temps puissent prendre le pouvoir. Et voilà, il va y avoir une acclamation à l'international de ce nouveau gouvernement avec qui on aurait déjà signé des accords pour le ramener au point de départ, ce point qui consiste justement à maintenir le Niger dans la pauvreté, dans l'appauvrissement, dans l'exploitation de leurs ressources, qui va juste privilégier la classe dirigeante, mais maintenir la population dans une forme de précarité, d'exploitation et de pauvreté. C'est de ça qu'il s'agit. Alors à cela oppose aujourd'hui une nouvelle dynamique. Cette dynamique est portée par le général Tiani avec ses collègues du Burkina Faso et du Mali, qui est donc un projet, un grand projet de transformation du Sahel en un lieu de prospérité, comme le sont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, en tout cas les principautés du Golfe. C'est possible également de transformer le désert saharien à un Eldorado, et cela passe par un vrai projet de développement autour de l'uranium, une nouvelle gouvernance qui s'appuie sur le principe de la souveraineté. Cette souveraineté amène donc à diversifier les partenaires, à faire des accords gagnant-gagnant, à monter un réel projet d'industrialisation du Sahel, et sur des bases donc de politique énergétique comme les centrales nucléaires, le projet de Koulélé au niveau du pétrole, pour vraiment changer structurellement, fondamentalement l'architecture de cette région avec une monnaie, une nouvelle monnaie
Et cela, donc, va changer la dynamique même de l'Afrique, fondamentalement, et qui va entraîner les autres pays à aller dans une nouvelle ère, celle de la transformation sur place des matières premières africaines, de contrôle des coûts, n'est-ce pas, du fer, de contrôle des produits, des prix des produits énergétiques, des produits finis, et qui va nourrir le budget de l'Afrique. Et ce budget permet justement à investir massivement dans les infrastructures, dans la santé, l'éducation, dans le bien-être des populations. Donc nous sommes au niveau d'un point de basculement, d'un changement de paradigme qui ne nourrit plus le capitalisme de prédation tel que nous l'avons connu depuis ces 75 dernières années. Mais c'est un nouveau changement, c'est une rupture, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc les Américains paniquent, et là où l'Union européenne perd le pas, là où la France est complètement traumatisée, eh ben, c'est eux qui prennent la relève d'une façon à accompagner, à convaincre les autorités à aller dans leur sens. Mais le piège, à la fin, c'est de les ramener à la case de départ. Et ça, c'est assez dangereux. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'amener les Américains à comprendre que les dés ont changé, les rapports ont changé, et c'est à eux de se déterminer par rapport à ce nouveau projet de développement ambitieux des Nigériens, et c'est de leur positionnement qui va déterminer la suite des événements. Autrement dit, eh ben, ils vont pouvoir assumer la conséquence de leur politique catastrophique qui a consisté à détruire la Libye parce que Kadhafi voulait avoir sa propre monnaie basée sur l'or. Ça a précipité sa destruction, ça a nourri les terrorismes dans le Sahel, et aujourd'hui cette politique a connu justement son échec cuisant, et les Américains doivent pouvoir l'assumer. Merci à vous. Habib, Boubacar, vous êtes de retour. Alors Habib, parleriez-vous également d'une panique dans le camp des États-Unis, ou alors d'une volonté de vouloir impérativement aujourd'hui contrecarrer le partenariat qui se dessine entre Niamey et Moscou? Oui, j'étais en train de relever le fait que les Américains n'ont pas d'amis. Ils n'ont que d'intérêts, et ils s'alignent au gré de leur intérêt face à toutes les situations, et finissent par donner des leçons de réalisme à ceux qui ne savent pas s'aligner, comme la France a eu à le faire ici au Niger. Dès le départ, je vous disais que le positionnement des Américains a été de tout faire pour pas que le Niger soit un allié de premier plan de la Russie. Ne pas jeter le Niger dans les bras de la Russie comme eux-mêmes ont eu à le dire. Mais par ailleurs, les autorités actuelles du Niger ont remis la diplomatie nigérienne sous le prisme de la défense des intérêts du peuple nigérien et du respect. Si vous voyez aujourd'hui ce contact continu entre le Niger et les États-Unis, c'est que les États-Unis ont l'obligation, pour parler comme votre question, parce que vous avez parlé quand même d'exigence. Aujourd'hui, c'est le Niger qui exige d'abord le respect de sa souveraineté et également le respect des intérêts de son peuple. Si vous voyez que le Niger et les autorités actuelles continuent de converser avec les États-Unis, c'est que nos autorités ont pris le soin de leur notifier cela et qu'ils décident de s'aligner à ça. En disant cela, j'entends les gens dire que prendre le risque de manger sur la même table que le diable, c'est être, comment je vais dire, dans une position de se faire bouffer par ce diable. Mais le Niger a décidé d'aligner sa diplomatie dans un principe qui consiste à mastiquer tout et à n'avaler que ce qu'il espère ou ce qu'il sent être de son goût et cracher ce qui ne l'est pas. C'est cette position-là que le Niger mène, et c'est ça qui dicte aujourd'hui les relations du Niger avec les États-Unis. La demande, ou du moins... la condition
la posture des États-Unis sur une transition relativement courte, elle est vide de sens. Je vais vous expliquer pourquoi elle est vide de sens. Parce que demander une transition courte à un retour à l'ordre constitutionnel ne veut rien dire. 2 ans peut être court, 3 ans peut être court, 4 ans peut être court, tout dépend de quelle grille de lecture nous avons. Le plus important à entendre cela, c'est que les États-Unis demandent à ce que le Niger ne reste pas dans une situation d'éternelle transition avec un pouvoir militaire. Et ça, le CNSP, le gouvernement transition du peuple nigérien, en est conscient et donne même les garanties, comme tout le monde peut l'entendre, et que l'idée, c'est de travailler à aller vers une situation normale selon le nouveau type de gouvernance que les Nigériens voudront, avec le nouveau type d'État que nous voudrons construire, qui concourra notamment à accentuer notre participation dans l'alliance des États du Sahel, mais également à finir par réaliser la prospérité pour le peuple nigérien. C'est ça la posture aujourd'hui du Niger. Le Niger n'a jamais été dans une position de dire que nous nous suffisons, que nous voudrions parler avec personne, que nous sommes contre tout et rien. Non, ceux-mêmes aujourd'hui qui sont en train de découvrir à leur propre départ les différentes décisions du Niger, notamment la dénonciation des accords qui ne sont plus en faveur du peuple nigérien, le sont à travers leur comportement. Aussi longtemps qu'ils refuseront d'accepter que le Niger est souverain, que le Niger, après le 26 juillet, a décidé d'assumer cette souveraineté, de l'exprimer et même de la vivre, et il continuera. Les États-Unis ne sont pas dans cette posture. En tout cas, de par leur discours, de par leur posture, vous avez vu que l'ambassadrice est venue après le 26 juillet. Oui. L'ambassadrice a déjà présenté les copies figurées de ses lettres de créance et elle présentera ces lettres de créance au chef de l'État dans les semaines à venir. Contrairement à d'autres qui avaient déjà leur ambassadeur ici et qui ont pris cette posture paternaliste de refuser même de répondre à une invitation du ministre des Affaires étrangères. Le Niger continuera à assumer cette posture et je pense qu'il n'y a pas de procès à faire aux autorités nigériennes. Dès qu'ils sentiront que les intérêts du peuple nigérien ne sont pas en phase avec la demande du partenaire, ils n'hésiteront pas à le lui notifier comme ils l'ont fait hier avec l'organisation Médecins sans frontières, de façon claire et demander à la personne de se conformer ou de débarrasser le plancher. Et c'est ça qui va être maintenu face à cette relation avec les États-Unis. Mais à quel jeu joue Washington, Habib Boubacar Touré, pour vous qui êtes sur place? Washington, qui pour l'heure ne voudrait certainement pas reprendre ces relations de coopération, mais qui maintient tout de même ses soldats sur le territoire nigérien. On parle de la base militaire américaine d'Agadez. Comment on explique cette posture? Vous ne voulez pas d'un pays, mais c'est vous qui maintenez... On n'arrive pas à comprendre. Il y a une forme d'ambiguïté autour de ces sorties à répétition de la part de Washington depuis le 26 juillet dernier. Washington joue au jeu de leurs propres intérêts. Et le Niger en est conscient. Aujourd'hui, le Niger sait que le rapport de force est en sa faveur. Et si vous voyez que la question peut-être de la base militaire américaine n'est pas encore mise sur la table, oui, c'est que par ailleurs, les autorités actuelles du Niger trouvent que ça ne va pas encore à l'encontre de leurs intérêts. C'est la lecture que moi j'ai. Nous faisons confiance, ils ont démontré suffisamment leur bonne volonté, mais même au-delà de la volonté, ils ont posé des actes qui démontrent qu'ils ne laisseront plus jamais les intérêts du Niger et de son peuple sur l'autre des intérêts personnels. Donc, à partir de cet instant, il faut quand même que nous leur accordons ce crédit-là, qui veut dire qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut avaler, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Mais néanmoins, ils décident de mastiquer tout. Tous ceux qui leur tendront la main, ils la prendront en intimant ou en exigeant à la personne le respect de la souveraineté du peuple nigérien et la défense des intérêts du peuple. Nous serons dans un cadre de partenariat, comme nous le sommes dans le pétrole avec
avec les Chinois, de partenariat gagnant-gagnant où les intérêts de toutes les parties seront préservés. Les intérêts du peuple nigérien et du Niger qui ont été abandonnés ces 63 dernières années ne le seront plus. Voilà, merci à vous, Habib. Anatole Albera ici, l'approche de Washington, cette condition préalable, une transition courte pour la reprise, bien sûr, des relations de coopération avec Niamey, selon, bien sûr, les États-Unis. Il faudrait se référer aujourd'hui à la législation américaine qui interdit aux États-Unis d'entretenir des relations de coopération avec des pays sous, du moins avec notamment à la tête des militaires. Mais est-ce que cette approche-là, on peut justement la qualifier de contradictoire quand on part du fait, par exemple, qu'actuellement sur le territoire nigérien, nous avons des soldats américains qui s'y trouvent. Et de l'autre côté, on prétend ne pas vouloir poursuivre les relations de coopération si les autorités ne définissent pas une durée de transition relativement courte. Eisenhower, c'était quoi? C'était pas un putschiste? Aujourd'hui, c'était un putschiste, n'est-ce pas? Il faut connaître l'histoire. Ouais. Bon, revenons aux choses sérieuses. Il y a certaines opinions, certains analystes ont déclaré que l'alliance franco-américaine a volé en éclats au Niger. Ce qui est faux. C'est absolument faux cette analyse. Donc on va estimer que Washington a lâché Paris oui, au Niger, c'est faux. C'est faux pour vous? Non, c'est faux, c'est une fausse analyse. C'est une fausse analyse pour conduire justement les esprits lucides dans une mauvaise appréciation des événements et des problématiques. Oui. Paris, c'est le cheval de Troie du bloc occidental dans les passes francophones. Et vous savez que dans les passes francophones, moi, je ne peux pas véritablement avoir des coups de franche sans Paris. Donc, Paris, c'est le cheval de Troie. Dans le contexte nigérien, vous ne pouvez pas dégager la France et laisser les États-Unis. Il faut être clair là-dessus. Il faut que les autorités du Niger soient cohérentes là-dessus également. Pour vous, elles doivent faire quoi? Elles doivent dégager les États-Unis. Elles doivent dégager les États-Unis. Mais elles affichent leur volonté de vouloir coopérer avec ceux vous ne pouvez qui acceptent, ou du moins qui se conforment un tout petit peu aux désidératas. Nous sommes ici, nous sommes en Afrique, au Niger, et nous n'avons rien à faire de leur, nous n'avons rien à foutre de leur législation, d'accord? Pour vous, Niamey n'a pas besoin des États-Unis, le Niger n'a pas besoin des États-Unis? La question n'est pas là. La question, c'est qu'il faut avoir une discussion dans l'esprit, qui s'inscrit dans le respect mutuel. Et c'est ce qui manque actuellement? C'est ce que Washington affiche son arrogance habituelle. C'est-à-dire, si vous voulez engager une relation diplomatique avec un État, vous devez mettre en avant le respect. Et c'est un principe non négociable de mon point de vue. Mais si vous venez avec des gros sabots, nous convoquez votre législation et vous voulez que les autres s'alignent sur votre législation, il y a un problème. Il faut donc respecter d'abord le principe de respect et de souveraineté. Puisque les États-Unis sont un État souverain qui respecte leurs institutions, leur législation, ça les engage. Ils ne doivent pas imposer les éléments de disposition de leur législation aux États souverains. Il faut que les choses soient claires. Et c'est eux qui ont voulu rester au Niger au nom de leurs intérêts qui ont été tout à l'heure convoqués par, n'est-ce pas, absolument. Alors, si vous décidez de rester au Niger parce que vous y avez beaucoup investi, parce qu'ils ont justement investi, ils ont investi, ils ont une base militaire là-bas qui est assez majeure, au nom des dollars qu'ils ont investi là-bas, c'est leur problème, c'est leur choix. Mais ce choix doit s'opérer d'abord dans le respect mutuel et dans le respect de la législation nigérienne, et non l'inverse. Il faut que les choses soient claires là-dedans. Maintenant, et puis, le fait de vouloir imposer un calendrier électoral aux autorités nigériennes, c'est une ingérence. C'est une ingérence que je trouve inacceptable. Vous ne pouvez pas calendrier pour une durée de transition courte. Ce n'est pas aux États-Unis de l'imposer. Démocratiquement ce n'est pas une priorité. C'est-à-dire la situation qui prévaut actuellement du côté du Niger, c'est la même chose. Non, je veux dire, la situation qui prévaut actuellement du côté du Burkina Faso comme du côté du Mali, c'est la même situation qui prévaut du côté du Niger. Donc l'élection n'est pas une priorité. Ce qui est actuellement une priorité de mon point de vue, c'est de mettre en place des institutions démocratiques, modernes, mais surtout combattre le terrorisme. Donc les États ne peuvent pas venir imposer un agenda à un État souverain. S'ils ne sont pas contents, eh bien qu'ils dégagent la cas, ils partent avec. C'est clair.
Donc il faut arrêter, n'est-ce pas, ces choses, ces genres de raisonnement, ces genres d'analyse, ces genres d'attitude, de condescendants, de paternalisme. C'est révolu cette époque. La troisième chose que je voudrais dire, et je crois que j'ai même bien dit cela, c'est que vous ne pouvez pas dégager. Vous ne pouvez pas demander à la France, avec sa racaille, de quitter votre territoire et vous laissez les Américains. Non. Les Américains, leur présence au Niger, c'est un problème. Si vous dégagez la France et vous laissez les Américains, c'est un problème. Absolument, c'est un problème. Malheureusement, tout à l'heure, Habib nous a indiqué, le ministre des Affaires étrangères nigérien a reçu les copies figurées des lettres de créance de cette ambassadeur. La nouvelle ambassadrice qui devait présenter justement ces lettres de créance. Non, présenter les lettres de créance au chef de l'État. Oui. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que, n'est-ce pas, ils légitiment ce pouvoir-là. Oui. Vous ne pouvez donc pas remettre les lettres de créance, non, les copies figurées, les copies figurées, n'est-ce pas, de vos lettres de créance au patron de la diplomatie, et vous commencez à lui donner une leçon de morale diplomatique, n'est-ce pas, au dirigeant de ce pays-là. Il y a une contradiction quelque part. Et justement, ce que vous dites est assez pertinent, parce qu'on le sait, un diplomate ne peut pas présenter ses lettres de créance si les deux États ne sont pas d'accord. Absolument. Voilà. Donc ça veut dire que si d'un côté on annonce la nouvelle ambassadrice, du côté bien sûr du général Tiani dans les tout prochains jours, ça veut dire que Washington et Niamey se sont accordés. Non, ça veut dire que Washington reconnaît qu'il y a un gouvernement légitime du côté du Niger. Mais pourquoi lui intimer l'autre? Justement, c'est une contradiction. Voilà. C'est une contradiction majeure. Donc je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Vous savez, ces gars, les mondialistes n'ont jamais été sérieux. Ça, il faut le dire. Il faut les prendre comme tels. Il faut les prendre avec. Ils savent ce qu'ils viennent chercher au Niger. Mais ce qu'ils viennent chercher au Niger, ce qui concerne leurs intérêts, ils doivent le faire avec respect. Voilà. Donc, quand je parle de respect, d'abord, réciproque en tant qu'interlocuteur, le respect des institutions, n'est-ce pas, du Niger, le respect de la souveraineté du Niger et de son peuple. Voilà. On va venir avec les gros sabots, avec l'arrogance qui les caractérise pour venir dire n'importe quoi. Merci à vous. Les codes d'accès sont d'ores et déjà affichés pour tous ceux qui voudraient réagir ce matin et commenter l'actualité à nos côtés. Monsieur Cheilou Lawson, mais est-ce que le respect est la valeur la mieux partagée par les États-Unis? Deuxième volet de ma question, pensez-vous réellement aujourd'hui que la présence des États-Unis au Niger est une nécessité? Il me semble qu'il faut analyser la politique des États-Unis, non pas en matière de respect ou de non-respect. Les États-Unis n'ont qu'une variable fondamentale, c'est leurs intérêts. Oui. Et ces intérêts sont déterminés justement par leur doctrine d'endiguement qui est héritée de la guerre froide et qui les a conduits, par exemple, à mener la guerre en Ukraine. Et il y a cette obsession de fragiliser les Russes et aussi d'endiguer les Chinois, puisqu'ils veulent toujours assumer en termes de cette hégémonie. Alors, monsieur, est-ce que nous l'avons, ce téléspectateur? Je pense qu'on pourrait tout d'abord le prendre en attendant, bien sûr, de retrouver monsieur Cheilou Lawson. Est-ce que vous nous recevez, monsieur Cheilou? Oui, si le téléspectateur est également calé. D'avoir cette prééminence sur le commerce mondial. Donc, leur politique est déterminée par rapport à cela. Et dans le cas du Niger, ces deux principes sont convoqués. Le premier, c'est l'uranium qui est au cœur justement de la puissance militaire. Et ensuite, il y a la question de changement de paradigme. Monsieur Cheilou, les Nigériens. Vous gardez la parole, monsieur Cheilou. Vous gardez la parole. Nous reviendrons vers vous dans quelques instants. Vous gardez la parole. Il y a un téléspectateur qui insiste. Je voudrais tout d'abord qu'on puisse bien sûr prendre sa réaction avant de revenir vers vous sur cette grille de lecture, la présence nécessaire américaine du côté du Niger. La présence de Washington est-elle réellement nécessaire à Niamey? Parlant justement de cette base américaine d'Agadez. Nous en parlerons dans un court instant. Le temps pour nous bien sûr de prendre ce téléspectateur. Allô, bonjour à vous monsieur. On vous appelle comment?
Bonjour, Monsieur Nguéné. Bonjour, Monsieur Ngaloseli. Bienvenue. Exactement. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs de For You. Un bonjour particulier à Monsieur Aïssi et à Monsieur Cheo Lasson qui a cette amabilité de nous laisser l'interrompre. J'aime toujours le dire, Monsieur Lawson partage la même misère. En bon Togolais, partage la même misère que nous les Camerounais qui n'étions pas une colonie française. Cela dit, M. Nguéné, par rapport au sujet que vous avez posé ce matin, vraiment, ce sujet, pour moi, est extrêmement délicat parce qu'il pose le problème des nations modernes. Nous sommes sur une planète. Aucun pays ne peut vivre fermé. Donc, on est obligé d'avoir des alliances. Oui. Mais comme le disait M. Aïssi, une alliance n'est valable que lorsqu'elle respecte les valeurs de votre pays ou les intérêts de votre pays. Donc, d'une manière fondamentale, même les Occidentaux, ces prédateurs-là, nous n'avons rien contre eux. S'ils s'asseyent avec nous et nous font prévaloir nos intérêts, nous irons avec eux. Ça fait combien d'années que nous sommes avec la France? Parce que nous, on croyait que la France pouvait nous aider. Mais depuis qu'on s'est rendu compte, tout le monde, nous rejetons tous la France parce qu'on voit que la France n'a jamais mis en avant nos intérêts. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous frotter à la Russie. Mais parce que nous avons remarqué que déjà, la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. Je ne sais pas si la Russie s'est déjà mêlée à la colonisation une fois, un jour. Deuxièmement, les Russes n'ont pas encore posé un acte qui prouve qu'ils sont contre les intérêts des Africains. Donc c'est pour ça que nous sommes avec eux. Mais je vous le dis avec toute l'honnêteté qui me caractérise. Si demain, les Russes posent des actes qui sont contre, mais nous allons les rejeter avec la même violence que nous rejetons les Français et les Occidentaux. Donc pour moi, regardons très bien comment se situe le monde. Les Américains ont lancé des bombes atomiques, comment on appelle ça, au Japon. Mais les Américains coopèrent aujourd'hui avec les Japonais. Ces Américains qui nous parlent de démocratie, ils coopèrent avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais qui sont des États où on coupe la tête des gens. Donc ce n'est pas ça la question, mais tant que les intérêts des Arabes, les intérêts des Qataris sont valorisés, ils traitent avec les États-Unis. Donc nous ici, au Niger, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, si les États-Unis nous montrent que c'est nos intérêts qu'ils mettent en avant, nous allons traiter avec les États-Unis. Nous ne pouvons pas vivre fermés. Mais il faut vraiment que cette ligne rouge-là soit, que cette ligne soit rouge pour tous les pays. Toute personne qui veut venir coopérer avec nous doit mettre en avant nos valeurs. C'est pour ça que le Liptako Gourma est quelque chose de très important, parce que quand vous voyez le principe du Liptako Gourma, c'est d'abord l'intérêt des Africains. Si vous arrivez là et l'intérêt des Africains n'est pas mis en œuvre, vous repartez. Donc les États-Unis aujourd'hui, moi je vois qu'ils coopèrent avec la Guinée équatoriale. Est-ce que la Guinée équatoriale ne se porte est-ce que la Guinée équatoriale ne se porte pas bien? Donc c'est pas ça la question. Donc je dis encore une fois de plus, le seul peut-être bémol qu'il y a au Niger, c'est que le Niger est dans l'alliance du Liptako Gourma. Donc je pense que le Niger ne peut plus négocier avec les États-Unis seul, comme s'il ne faisait pas partie d'une alliance. Donc il faut aujourd'hui que les États-Unis comprennent que le Niger est engagé dans une alliance. Et que s'ils veulent faire valoir s'ils ont leur mot à dire, ils peuvent diplomatiquement passer par la coordination de l'alliance. Ils n'ont plus rien à dire au Niger. Mais en tout cas, quel qu'en soit ce qu'ils diront, si l'intérêt du Niger et de l'Afrique n'est pas en avant, les États-Unis partiront. Moi, je ne suis pas contre le départ immédiat des États-Unis ou quoi que ce soit. Non, je suis contre la mauvaise politique de ces pays étrangers. Si aujourd'hui nous acceptons, donnez-moi une minute pour terminer. Si aujourd'hui nous acceptons, pardon? Allez-y, M. Ngaloseli. Merci, M. Nguéné. Je disais donc que si aujourd'hui nous avons un président comme Poutine qui a vraiment pris à main cette relation entre la Russie et l'Afrique, parce que pendant longtemps, les Russes n'ont jamais négligé, mais ils étaient tellement préoccupés par la guerre froide qu'ils n'accordaient pas beaucoup d'importance à ce soutien à l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons un président russe.
le président Poutine, qui donne cette force à cette association. Mais M. Nguéni, nous n'avons pas l'assurance que demain, celui qui va remplacer M. Poutine aura la même force. Est-ce que cela veut dire que nous allons rester dans cette même accointance? Pas du tout. Donc, pareil aujourd'hui, si M. Biden pense qu'il peut faire quelque chose pour l'Afrique, qu'il le fasse. Nous ne demandons que les preuves de son action. Mais si nous ne voyons rien, et puis, si nous voyons que c'est contre nous, alors nous allons nous mettre debout pour les combattre, sans état d'âme. Donc c'est pour ça que j'appelle j'appelle les Africains à la vigilance, à comprendre que nous avons une ligne rouge. Nous ne pouvons pas vivre dans un enclos. Nous sommes obligés de nous ouvrir aux autres pays. Mais tout pays qui vient coopérer avec nous doit venir en ami, en frère, en coopérant, pour l'intérêt de l'Afrique. Dès que vous n'êtes pas dans ce cadre-là, quelle qu'en soit la couleur de votre veste, on va vous foutre dehors. Merci de m'avoir écouté, M. Nguéni. Bonne journée à vous. Très bonne journée à vous. C'est nous qui vous disons merci, M. Gallo-Célie, depuis le Cameroun. M. Peter, vous êtes également avec nous ce matin. Okay. Bien le bonjour à vous. Okay. Ouais, bonjour, M. Nguéni. Bonjour à vous, très cher monsieur. Bonjour, mon très cher M. Aïssi et M. Cheou Lasson, que je salue à 100%. C'est M. Aziz depuis le Togo. Monsieur Aziz, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'envoie aussi mes félicitations au président Paul Biya. Je sais que toujours il est à l'écoute de tout ce que nous sommes en train de donner comme information par rapport à tout ce qui se passe à travers toute l'Afrique. Et j'aimerais revenir sur le sujet. J'ai oublié le troisième invité. Qu'il ne disent pas que je l'ai oublié, mais quand même, c'est l'intention. Je le salue aussi. En dehors de ça, je voulais vraiment revenir sur le sujet de l'actualité d'aujourd'hui. Nous saluons aussi For You Media pour les efforts qu'ils sont en train de mener. Vous savez comme M. Nguéni, ce qui se passe aujourd'hui, dès le début, lorsque nous avons demandé le départ de la force française au Niger, on a en même temps appuyé le départ de la force américaine. J'espère que personne n'a oublié, lorsque on a intervenu, on a toujours dit ça dès le début. Ce n'est pas maintenant qu'on va encore continuer à dire encore les mêmes choses. Il faudrait que nous revenions encore en arrière pour voir ce qui s'est passé dès le départ de la force française. La force française est aujourd'hui où? Au Tchad. En tout temps, ils avaient demandé qu'ils partiront par le Cameroun. Mais où sont-ils aujourd'hui? Ils sont toujours au Cameroun. Ils sont toujours au Tchad. J'espère que Paul Biya doit faire beaucoup attention. Ils veulent déstabiliser le Cameroun, déstabiliser la Centrafrique, déstabiliser toute l'Afrique. Nous devons être vigilants. Je demande à tous les Africains d'être vigilants. Il y a mon confrère qui vient de passer tout de suite demandant qu'il ne veut pas le départ immédiat du troupe américaine. Même moi, je demande que l'ambassade de l'Amérique soit là, qui respecte nos conditions de l'AES. Mais la force américaine doit partir. S'ils veulent rester, il faudrait que nous aussi, nous mettons une base nigérienne en Amérique. Si ce n'est pas le cas, qu'ils dégagent en Afrique. Tout ce qu'ils sont en train de faire, des amalgames, qui sont en train de causer à travers le monde, en Irak, en Syrie, cela ne se passerait pas en Afrique. Nous sommes vigilants. Nous les interpellons à nous écouter. S'ils osent à faire ce qu'ils ont fait en Syrie, en Irak, je vous assure, ils vont nous voir. Ils vont rencontrer des panafricains sur leur voie. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais donner la parole à ceux qui veulent aussi intervenir à passer. Merci beaucoup.
Passez une agréable journée. Merci à vous, Monsieur Aziz. Depuis le Togo, le pays d'ailleurs qui joue ce rôle de médiateur du côté de Niamey. Un autre téléspectateur, je ne sais pas trop si c'est Monsieur Peter ou alors quelqu'un d'autre. On va rester au standard visiblement. Alors bonjour à vous très cher monsieur, on vous appelle comment? On revient sur le plateau. Tout d'abord, alors Monsieur Chelou Lawson, vous aviez la parole parlant justement de la nécessité peut-être la poursuite des relations de coopération entre Niamey et Washington. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je convoquais la géopolitique de la politique étrangère des États-Unis, qui est déterminée justement par cette doctrine américaine d'endiguement, qui est un héritage en fait de la guerre froide, de pouvoir endiguer la menace russe. Et cela, d'ailleurs, s'est exprimé encore récemment au Congrès américain, où congressiste noir américain de New York a fait voter une loi qui devrait punir les activistes africains qui sont considérés comme des agents russes. Et il a été demandé au département américain de mettre en place un procédé, un plan, n'est-ce pas, de surveillance, de punition des entreprises, des États, des hommes politiques qui, quelque part, coopéreraient avec la Russie. Donc, nous sommes toujours dans cette politique d'endiguement qui détermine en réalité la politique étrangère des États-Unis et qui ne prend pas en compte les intérêts des pays qui sont en jeu. C'est ça fondamentalement. Ici, les pays africains veulent sortir du sous-développement, veulent sortir de la pauvreté, de la prédation néocoloniale. Et ils montent un projet, comme celui de l'AES. Il appartient aux États-Unis aujourd'hui de changer également d'approche. On ne peut pas rester dans cette volonté de voir partout le diable russe et par conséquent agir avec ces gros sabots pour imposer aux Africains, vous acceptez les Russes et puis vous êtes notre ennemi, ou vous dégagez les Russes et puis on va voir comment on va coopérer avec vous et vous devez également vous inscrire dans une forme de démocratie pour qu'on puisse vous aider. Donc on revient au logiciel néocolonial de prédation. On parle de l'aide, vous voyez, pour soutenir la démocratie. Cette aide va venir des institutions de Bretton Woods, donc la FMI, la Banque mondiale, sous forme d'aide et sous forme de dons et sous forme de prêts. Et on rentre encore dans cette aide-là ne permet pas aux pays africains de se développer, puisque ça dirige les intérêts des capitalistes qui veulent tout simplement exploiter leurs ressources. Ils refusent de les transformer sur place, ils imposent des accords léonaires, et à la fin de tout ce processus-là, les Africains se retrouvent endettés, le pays est complètement un pays failli, et les problèmes de sécurité s'imposent, et finalement on est encore dans cette forme classique de prédation qui dure depuis plus de 75 ans. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc à cela, il faudrait que c'est aux Américains de comprendre que la donne a changé. Nous sommes dans une nouvelle forme d'architecture. Les Africains veulent une rupture avec la France-Afrique, et c'est les Américains qui se déterminent par rapport à cette volonté souverainiste et d'adapter leur politique en fonction pour voir comment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple, pour faire émerger ce grand projet de développement et de prospérité du Sahel, voyez-vous. Et c'est de ça qui va déterminer le futur de leur présence ou non sur le sol nigérien. Par exemple, la base d'Agadez, à quoi ça sert réellement? À quoi cela contribue au bien-être des Nigériens? On nous dit que c'est la base la plus développée de drones. Est-ce que ces drones participent justement au renseignement et à l'information pour lutter contre les terroristes? C'est ce qui est dit sur le papier, mais en réalité, est-ce que c'est le cas? Est-ce que le projet ne serait beaucoup plus pas de pouvoir former, n'est-ce pas, les Nigériens
de leur permettre d'acquérir cette capacité, ce n'est pas de la magie, c'est juste simple la technologie. La Turquie produit des drones aujourd'hui. Et donc, cette technologie-là, est-ce qu'on le met à disposition des Nigériens pour que la production se fasse par des drones, le montage, les ingénieurs, pour que les Nigériens soient capables aussi de maîtriser cette technologie et de l'utiliser comme moyen de défense. Si ce n'est pas le cas, pourquoi aujourd'hui, en 2023, on va installer une base américaine contrôlée par les États-Unis sur le sol nigérien dont les Nigériens n'ont aucun contrôle. Donc, la question de la souveraineté se pose encore de ce point de vue parce que si vous ne maîtrisez pas votre défense, si vous n'êtes pas capable de savoir ce qu'ils font, alors qu'eux, ils disposent des satellites, ils sont dans le renseignement, et au-delà même de cette base-là, ils contrôlent toute l'Afrique du Nord, ils contrôlent comment on l'appelle, la mer Rouge et tous les enjeux géopolitiques de cette région. Donc vous ne pouvez pas ne pas rester encore dans l'ancienne formule qui est tout simplement où on vous considère comme des enfants qui dorment, qui se réveillent, qui n'ont pas beaucoup d'intelligence. Et voilà, on a des grands frères qui savent ce qui est bon pour vous. Et ils viennent, et puis bon, ils font des choses dont vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font. Ils vous payent quelques miettes d'argent, quelques millions de dollars. Vous êtes content parce qu'avec ça, vous prenez ça pour faire des menus fricains. Et vous n'êtes pas considéré. Votre intelligence est mise en jeu, vous êtes infantilisé. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, on comprend que les nouvelles autorités sont dans une phase de reconstruction, d'une phase de préparation, etc. Mais il va falloir remettre sur la table, n'est-ce pas, tous les accords, revoir toute la coopération avec ces États, tout ce qui s'inscrit dans les formes de prédation des néocolonialités doit être revu. Il faudra leur opposer de nouveaux projets et c'est à eux de se déterminer par rapport à ça pour aller de l'avant. Sinon, rester dans l'ancienne formule va nous ramener à la case de départ. Et pour les Américains, c'est les deux principes, s'opposer à la Russie et amener les pays à la démocratie. Mais on comprend que cette démocratie qu'ils prônent depuis une trentaine d'années, c'est de la démocrature, puisque les 4 piliers de la démocratie n'y est pas. Je me rappelle rapidement, le premier, c'est les élections qui ont été toujours frauduleuses. Les élections ont été toujours frauduleuses. Le deuxième principe, c'est la Constitution qui n'a jamais été respectée. Quand il s'agit de faire des changements au niveau politique, ça devient des changements dynastiques. Le troisième pilier, c'est la gestion, la gouvernance, où on voit comment la corruption gangrène nos pays. Et là, les Européens sont toujours ont les yeux fermés parce que ça profite à leur économie. Et enfin, la question des droits de l'homme qui ne sont jamais respectés, qui vient s'aggraver avec les questions sécuritaires dont il n'y a pas de réponse depuis ces dizaines dernières années. Alors, quand on parle de démocratie, c'est la poudre aux yeux finalement. Donc, voyez-vous, il faut sortir de ça, de ce paradigme, pour imposer le nouveau agenda, c'est celui que porte l'AES pour une souveraineté réelle, pragmatique, de réveil et de volonté de puissance des Africains. Merci à vous, M. Chez Lawson. Peut-être avant que vous ne réagissiez, Anatole Albert ici, je voudrais tout d'abord que nous rentrions du côté du standard avec M. Scrandiglé qui était avec nous ce matin. Bonjour à vous, très cher monsieur. Vous nous appelez depuis quel pays ce matin? Bonjour, M. Nguené. Je vous appelle depuis la France. Non, bienvenue à vous. Je voudrais juste intervenir pour dire que d'abord, pour le premier point sur la CEDEAO, il se trouve que le Niger est considéré comme un pays très pauvre, dont ils ont dit, soi-disant très pauvre. Mais je me pose la question de savoir pourquoi tout le monde, sur le plan politique et géopolitique, se battent pour une certaine démocratie au Niger. Mais laissez les pauvres rester dans leur pauvreté. Voilà, moi, c'est un point sur lequel je veux insister. Mais qu'il reste que le Niger, qui est un pays pauvre, laissez-les dans leur pauvreté, eux-mêmes vont se battre pour sortir de leur pauvreté. Enfin, 1. 2. La démocratie occidentale dont on nous impose, est-ce que nos experts africains ne peuvent pas, en tout cas, s'asseoir pour
mettre en place une démocratie à l'africaine, parce que c'est nous qui avons la base de la démocratie, aller dans nos villages, dans nos contrées, mais nous faisons la démocratie même là-bas, en mettant des chefs. Je prends par exemple le cas du Cameroun. Il y a le chef Bamoun qui est aujourd'hui installé démocratiquement. Voilà. Et en cela, il y a la démocratie américaine qui est différente de la démocratie française. La démocratie française qui est différente de la démocratie anglaise. Surtout en Europe, regardez tous les pays qui sont ici, c'est des royaumes. Il y a des rois à la tête. Je prends le cas de l'Espagne, Norvège, Finlande, tous ces pays-là, jusqu'en Angleterre, regardez toute cette démocratie dont on parle. Mais c'est des rois qui sont à la tête de tous ces trucs-là. Même en Belgique, je suis juste à côté. Hein? C'est le roi belge qui décide de beaucoup de choses. Mais je ne comprends pas pourquoi en Afrique, quand il y a un problème, tous ces Occidentaux-là se battent pour que nous puissions changer notre manière de vivre selon eux. Ils appellent ça leurs valeurs. Nous avons nos valeurs à nous, qui nous laissent tranquilles afin que nous puissions nous organiser selon nos valeurs. La CEDEAO qui est infectée aujourd'hui, tout à fait infectée, hein, par des idées néocolonialistes depuis lors, mais nous ne pouvons pas nous développer. Si nos jeunes aujourd'hui sont dans le désert, qui courent partout et qui viennent mourir dans la Méditerranée, c'est à cause de cette folle démocratie dont on nous impose. Nous avons besoin de nous développer. D'ailleurs, nous sommes le continent le plus riche. Mais pourquoi aussi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nos chefs d'État ne peuvent pas se mettre ensemble pour protéger notre continent. Et ils se mettent ensemble ici en Europe pour protéger le continent européen, pour ne pas que même les Africains viennent dans leur continent. Mais pourquoi nous aussi nous ne pouvons pas protéger notre continent? Mais vraiment, je suis outré quand souvent nous parlons, il faut que nous ayons vraiment des idées afin de pouvoir aussi protéger nos continents. Je viens d'entendre deux de mes frères tout de suite parler. Ils disaient que nous ne pouvons pas vivre, en tout cas, d'une manière close, tout en ne partageant pas, en tout cas, tout ce que nous avons comme souvent peut-être ressources avec les autres pays. C'est vrai, ce que nous disons. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes le continent qui, ils ont dit en 2030, nous serons 1 milliard et quelques. Ça veut dire que si nous voulons même, sur le plan économique, nous organiser pour vivre, nous allons le faire. Aujourd'hui, pourquoi on respecte les Chinois? Pourquoi on respecte les Indiens? Pourquoi on respecte ceux-là? C'est parce qu'ils s'organisent. Nous, les Africains, nous ne comprenons pas pourquoi on ne peut pas s'organiser. Qu'on s'organise aussi sur le plan financier, sur le plan politique, et sur le plan économique, tout. Nous pouvons nous organiser. C'est parce qu'on est tellement divisés qu'aujourd'hui, les gens veulent détruire la petite organisation que nos 3 pays aujourd'hui qui sont en train de se battre, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, veulent mettre une confédération en place. Tout le monde se bat aujourd'hui pour détruire cette confédération-là. Et sur le plan, je veux dire quoi, de l'information, je vous encourage à ne pas lâcher. Il faut que nous nous battions. Nous ne nous battons pas avec les armes, c'est vrai. La sécurité aujourd'hui, notre sécurité, nous pouvons en tout cas acheter les armes peut-être soviétiques ou des pays qui nous sommes des amis. Nous pouvons acheter ces armes-là pour nous protéger, c'est vrai. Mais sur le plan médiatique, il faut que nous nous battions. Il faut que ces gens-là nous comprennent, comprennent du moins que nous ne sommes pas en tout cas des nonos, comme on le dit, excusez-moi du mot, que nous ne sommes pas des nonos, mais nous réfléchissons. Il y a des analystes politiques comme mon frère Aïssi, qui est en train aujourd'hui, qui sont des grands analystes politiques, les Bandakani, tout. Il faut que nous nous battions pour que ces gens-là sachent que nous aussi, on a des idées. Donc, je vous encourage ce matin pour dire que les États-Unis, en tout cas, moi, mon désir est que les États-Unis quittent, en tout cas, l'Afrique. Il faut qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent le Niger tranquille. Il y a eu des coups d'État dans d'autres pays. Ils n'ont pas fait les mêmes pressions qu'ils sont en train de faire sur le Niger.
pourquoi le Niger? Pourquoi font-ils trop de pression sur le Niger? Voilà, qu'ils arrêtent afin que nous puissions aujourd'hui être tranquilles afin de nous développer. Parce que ces pressions-là ne permettent pas à un pays de se développer. Ce n'est pas possible. Vraiment, chaque fois que j'entends ça, ça me fait mal au cœur. Mais pourquoi cette pression? Pourquoi? Arrêtez, arrêtez. Voilà. Donc ce matin, je ne vais pas monopoliser en tout cas l'antenne, et que vraiment Dieu vous aide afin que vous puissiez être inspirés, afin de donner vraiment de bonnes informations et que notre continent avance. C'est mon désir ce matin. Voilà, merci à vous, M. Skirondibé, depuis la France. Vous rebondissez rapidement. On fait un dernier tour de table avant de dire un mot sur la visite, ou du moins les visites de travail des ministres français des Affaires étrangères ou encore désherbés du côté, bien sûr, de Djibouti. Antoine Albert ici. Sur cette tribune, hier, je vous indiquais, mon cher Nguéné, que lorsqu'une situation devient intenable, de votre point de vue, qu'est-ce que vous faites? Vous vous confortez dans cette situation, bien vous cherchez à vous en sortir. Vous cherchez à vous en sortir. Clairement. Naturellement, dans le contexte est différent. Raison pour laquelle je vais être très dur. Le contexte est tellement différent qu'aujourd'hui, au regard des enjeux géopolitiques et géostratégiques... Oui. Vous parlez du contexte nigérien? Oui, tout à fait. Et même le contexte géopolitique international. Oui. Il y a tellement d'enjeux qu'on ne peut plus se permettre d'accepter les paradigmes d'hier qui sont imposés par l'unipolarité, incarnée par Washington. C'est pas possible. C'est vrai, dans le contexte nigérien, les États-Unis ne peuvent pas avoir la même posture que la France, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent là-bas par rapport à leur hégémonie géopolitique et géostratégique. Mais s'ils veulent préserver leurs intérêts du côté du Niger, ils doivent le faire dans le respect, j'insiste là-dessus, de la souveraineté du Niger et de son peuple. Ils n'ont pas à imposer un agenda politique ou géopolitique à un État souverain comme le Niger. Ça n'existe plus, ça ne peut plus être possible. Aujourd'hui, il y a des alternatives qui s'offrent aux autorités du Niger et au peuple nigérien. Je pense sur le contrôle d'Abib. Vous savez, les BRICS qui sont là, c'est une alternative. Mais on n'est plus obligé de rentrer dans les paradigmes n'est-ce pas, d'une polarité incarnée par le dollar américain et qu'on sort. Non, du tout. Et puis, je voudrais bien comprendre que Bazoum et ses prédécesseurs ont habitué l'État du Niger, qui est riche, n'est-ce pas, à la profusion financière, soit du Front de Paris, de Washington ou bien du FMI, de la Banque mondiale. Mais un État riche ne peut pas se développer par les appuis financiers extérieurs. Il faut permettre à ces pays-là de s'émanciper du point de vue économique. Et je crois que c'est ça la dynamique qui est impulsée par les nouvelles autorités. Et puis quelqu'un l'a indiqué tout à l'heure que désormais le Niger appartient à une alliance. Et il y a des prises de position que le Niger ne peut plus avoir absolument du point de vue, n'est-ce pas, de ce contexte-là. C'est-à-dire en prenant en compte cette confédération qui est en place. Pour sortir en 30 secondes. Pour sortir, il est important que les 1100 militaires officiellement, 1500 militaires. Soldats, si vous voulez. Ils disent c'est 1100 francs. 1100 militaires, 1100 soldats. Ce qui est avancé, ce qui est officiel ne l'est pas souvent. Enfin, voilà. Les 1100 militaires américains qui sont déployés à la base d'Agadez. Non, pas d'Agadez. Je crois que ce sont les drones qui sont du côté d'Agadez. Vous avez les militaires qui sont déployés pas très loin de l'aéroport de Niamey. Donc, alors, ça fait un problème. Il faut que ces militaires-là rentrent d'abord, parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont là. Partout où les Yankees ont été présents, ça a toujours été des problèmes. Merci à vous, Anatole Albert ici. En 30 secondes, Habib, voire une minute, Maxi, que répondez-vous à ceux qui appellent aujourd'hui à une rupture radicale et définitive des relations
de coopération entre Niamey et Washington, et ce jusqu'à ce que les États-Unis aient une posture beaucoup plus acceptable vis-à-vis justement des intérêts des Nigériens. Monsieur Nguéné, je pense que tout à l'heure, Albert a ici même l'a relevé. Le Niger fait partie d'une alliance, l'alliance des États du Sahel. Je voudrais me cantonner sur uniquement cet aspect. Le fait d'appartenir à cette alliance, vous verrez que les deux autres partenaires de l'alliance, aucun des deux n'est allé dans une rupture avec les États-Unis. Oui. Les États-Unis, malgré en son temps la pression internationale, les sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali sont restés, avaient suspendu un temps leur coopération pour voir clair là-dedans. Ensuite, un nouveau protocole de coopération dans le respect mutuel des deux États a été signé et c'est cela qui est en train d'être mis en œuvre. C'est le même schéma au Niger. Je peux vous garantir que le jour où les États-Unis se mettront contre ou entre les intérêts du Niger, de ce peuple et de ceux de l'AES, les autorités et le peuple ne se gêneront pas de prendre la posture responsable qui s'assumera en son temps. Mais pour le moment, je pense que les États-Unis et ce partenaire, certes versatile, difficile à gérer, mais c'est aussi ce partenaire-là qui refuse de nous donner des raisons d'une rupture. Comme nous sommes de bonne foi, on ne va pas rompre pour rompre. On va rompre quand cela ne nous conviendra plus. Merci à vous, Habib. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.